faire face au monde tel qu'il est. Bon, nous avons peur, nous sommes en rage, nous sommes tristes pour les arbres, les rivières, les espèces menacées. Nous sommes en colère devant toutes les dominations qui oppriment la nature, les femmes, les peuples colonisés, les populations marginalisées. Ça, c'est des témoignages qu'on a recueillis. Alors, Sophie, on va parler d'écoféminisme. Est-ce que tu as une définition? Est-ce que c'est un nouveau militantisme pour jeunes femmes? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Marie, on va vous décevoir parce qu'on ne va pas vous donner une définition. On ne veut pas rentrer justement dans cette vision de l'écoféminisme comme un tout cohérent, idéologique. Non, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre ce que l'écoféminisme produit. Et on a travaillé ça à travers des paroles et des vécus de femmes dans différentes parties du monde, en Afrique, en Amérique latine, en Europe. Désolée, on n'a pas été jusqu'en Asie ni en Amérique du Nord. Notre anglais n'est pas suffisamment bon. Mais on a quand même, si on parle maintenant d'une polyphonie écoféministe, étant donné ces approches très différentes, il y a quand même des choses qui sont communes. Ce sont des voix qui dénoncent des oppressions, des violences faites aux femmes, aux peuples colonisés, à la nature. Elles critiquent le développement qui s'appuie sur le progrès, sur la croissance, on nous en a parlé là tout à l'heure. Elles ont cette croissance qui est très clairement liée à la destruction de l'environnement et qui s'appuie sur des inégalités, et notamment les inégalités hommes-femmes. Au contraire, elles vont remettre en avant, elles vont revaloriser le corps, la nature, les émotions, la spiritualité, les femmes, les savoirs opprimés. Bon, vous allez me dire peut-être, est-ce que l'écoféminisme, alors, c'est de l'essentialisme, Claudine? Donc un essentialisme, ce serait dire que femme et nature, c'est pareil. Un tout petit peu d'histoire. En 1974, Françoise d'Aubonne, qui est une féministe historique, écrit un livre que vous voyez là, Écologie et féminisme, mais surtout, elle avait encore écrit avant sous un autre titre, Le féminisme ou la mort, en écho à René Dumont qui écrivait pour la campagne des élections présidentielles L'utopie ou la mort. Et elle, Françoise d'Aubonne, qui a inventé le mot, faisait clairement le lien entre les militances écologistes et féministes. Elle jugeait la révolution féministe nécessaire à la révolution écologiste. Mais, et c'est pour ça que tu parles d'essentialisme, les féministes égalitaristes donc lui ont reproché ce risque de renvoyer de nouveau les femmes à la nature, à la reproduction, à leur rôle maternel. Et pourtant, en effet, depuis une dizaine d'années maintenant, le mouvement renaît, le mouvement de l'écoféminisme, à partir d'une notion, le reclaim. Les écoféministes veulent activer finalement les possibles, comme nous le disait Isabelle Steingers, et ce, en se réappropriant ce dont on a été séparés, justement, par ce monde de la modernisation et de la colonisation. Elles veulent redevenir capables de faire des liens entre la nature, entre le social et le culturel. Alors certains disent que l'écoféminisme, ça n'existe que dans les pays riches, et c'est vécu uniquement par des gens riches au sein des pays riches. Bon, alors c'est possible que ça se vérifie parfois, mais nous, on a donc fait une enquête de terrain pendant 2 ans. On n'a pas été partout, on avait des collègues un peu dans les différents pays. Et donc on a eu des ateliers avec des femmes boliviennes, sénégalaises, brésiliennes, parisiennes, belges et équatoriennes. J'en oublie sûrement l'une ou l'autre. Donc dans chaque contexte, on a vu qu'il y avait des particularités. C'est pour ça que nous, on parle de polyphonie écoféministe. Et comme Sophie vous l'a dit, pas d'une définition stricte. Et toujours, il y avait ce lien qui était fait entre l'exploitation des ressources naturelles, alors ressources entre guillemets, et de l'exploitation du corps des femmes en remettant en cause l'approche développementaliste imposée par les pays du Nord. Et aussi, beaucoup nous ont dit que le terme écoféminisme n'était pas la manière dont elles voulaient se définir, mais qu'elles se retrouvaient souvent, quasi toujours dans nos ateliers, dans la notion et le lien qu'il y avait entre un militantisme pour la nature, pour l'environnement, pour le territoire, et un militantisme pour les droits des femmes et le féminisme. Oui, elles nous ont parlé d'écologie populaire, de droits des femmes, de groupes de sororité, du lien entre corps et territoire, des résiliences environnementales, de nouvelles masculinités, etc., etc. Mais on va essayer de vous donner quand même quelques exemples pour être un peu plus clair par rapport à ce qu'on vous dit. Et par exemple,
les femmes leaders des peuples d'origine amazonienne. Pour elles, l'important, c'est avant tout le territoire, mais le territoire vu dans une globalité, comme étant un espace de vie, avec une certaine spiritualité, avec une certaine cosmovision qui englobe bien évidemment l'eau, la terre, le lien avec les animaux, les humains, les plantes, les ancêtres également. Et ces femmes, en réalité, elles mènent un combat, ici on le voit, un combat politique contre l'exploitation de leur territoire, contre l'exploitation minière, contre l'exploitation de la forêt et donc contre la déforestation. Et elle montre aussi le lien entre ce type d'exploitation et les violences sur les corps des femmes. Et donc elles vont parler de la lutte corps et territoire. Il faut savoir que ce n'est pas des luttes sans risque. Ces femmes risquent leur vie. On aurait plusieurs noms à vous donner. On a choisi ici de rappeler Berta Cáceres au Honduras. Mais il y en a bien d'autres qui sont mortes suite à ces luttes environnementales. Un autre exemple au Sénégal. Au Sénégal, on se situe dans les îles du Saloum, où elles retravaillent, elles revitalisent la mangrove. Elles vont reboiser la mangrove à partir de nouvelles variétés et surtout elles vont réinséminer la mangrove avec des alevins de poissons ou de coquillages, de produits halieutiques et elles vont utiliser pour faire ça certaines pratiques ancestrales. C'est ce qu'on va appeler de la résilience environnementale. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'à partir de ce travail, elles vont acquérir une certaine position dans leur village. Elles vont obtenir un certain respect et vont pouvoir travailler avec les hommes sur les co-responsabilités, que ce soit par rapport aux ressources halieutiques, à la mangrove, mais également à l'intérieur des familles et dans les espaces de décision. Mais Claudine a encore d'autres exemples à nous donner aussi. Encore 3. On a aussi travaillé dans les quartiers populaires à Paris. Et l'exemple, pour les personnes qui connaissent déjà, la maison de l'écologie populaire Vert-Dragon en Seine-Saint-Denis, c'est une maison qui a été mise en place grâce à la collaboration entre Alternatiba et le Front des maires, qui est un syndicat de parents, créé par Fatima Wassak. Et là, il s'agit de réunir les habitants et les habitantes, un peu dans la démarche que Céline a évoquée de manière différente, mais à partir des besoins sociaux les plus concrets, et de s'intégrer dans le quartier, notamment dans les cantines scolaires, pour que les enfants aient une alimentation de qualité. Et là, il y avait un combat pour des cantines végétariennes. Donc se battre pour avoir des espaces verts, se battre parfois pour sortir, je crois que Céline a donné des exemples, pour pouvoir avoir accès au vélo et à des espaces verts, comme je le disais. Encore un, c'est Vandana Shiva, que tout le monde connaît en Inde, et qui a milité, notamment avec Magda Halvout, il y a 25 ans, contre le brevetage du vivant, avec l'arbre du Nem. Et elle a, dans son association Navdanaya, vraiment fait tout un travail contre le brevetage du vivant et pour la préservation des semences. Et Vandana Shiva se dit écoféministe, elle a écrit d'ailleurs régulièrement là-dessus. Il y a des groupes de sororité qui font du renforcement par rapport à une confiance en soi, les bienfaits de la nature. Et puis, je voulais encore donner un petit exemple qui rappelle, moi, mon passé anti-nucléaire. Je le suis toujours, mais enfin, mon passé militant dans les années 80. Aujourd'hui, vous le savez, la question de l'enfouissement des déchets nucléaires reste catastrophique, cruciale. Et à Bure, donc dans les Ardennes françaises, où la France imagine enfouir ses déchets, il y a un collectif de femmes écoféministes qui s'appelle les Bombes Atomiques et qui font régulièrement des events pour faire connaître la difficulté. Elles ne sont pas les seules, hein, il y a d'autres activistes sur place. Mais voilà, c'est ça aussi, des manifestations écoféministes. Oui, mais écoféminisme, ça sonne aussi avec care. Cette notion de soin dont on a d'ailleurs déjà parlé à plusieurs reprises ce soir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les écoféministes vont mettre vraiment le cœur au cœur de l'économie et comme étant une priorité politique. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui n'est pas du tout banal, parce que mettre le cœur au centre du système, ça veut dire qu'elles vont mettre dans l'économie la priorité aux soins et à la reproduction de la société. Et donc, finalement, c'est le productif qui va être au service du reproductif et non plus le reproductif au service du productif. Et dans ce sens-là, on est vraiment dans une vision complètement différente de la vision économique dans laquelle on vit, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ce qui est important ici aussi, c'est que cette approche de l'économie qui met cette notion de soin, de care,
care aux personnes et care à la nature au centre de l'économie, positionne aussi la notion de vulnérabilité et d'interdépendance. Donc elles vont en fait redonner quelque chose de beaucoup plus... Elles vont se montrer non vulnérables. Elles vont montrer combien elles ont une force de changement et une autre manière de valoriser le monde et les tâches reproductives. Et puis il y a toute la question qu'on a bien vue avec le Covid, la revalorisation des métiers du soin. Et une dernière chose que je trouve passionnante, c'est l'élargissement de la sécurité sociale, donc un nouveau pilier aux risques environnementaux, pour que les accidents de la vie intègrent non seulement le chômage et la maladie, mais aussi les conséquences du dérèglement climatique. Et ce serait aussi une manière d'intégrer dans la solidarité froide, pour faire référence à ce que Céline disait, de la solidarité chaude, parce que pour faire face au dérèglement climatique, on a bien besoin, on l'a vu dans la conférence de ce midi sur la gestion de crise, on a bien besoin d'une solidarité chaude dans les moments de crise. En conclusion, Sophie. On va conclure. Ce qui relie l'écologie et le féminisme. Le féminisme apporte à l'écologie une perspective de changement de la société, de sortir d'un capitalisme vert et du patriarcat. Il apporte la valorisation du care, du soin aux personnes, étendue à l'ensemble du vivant. Et l'écologie ? Donc l'écologie apporte au féminisme la notion de ressources limitées et l'urgence d'action à poser pour préserver la biodiversité, l'attachement de la vie et au territoire. Donc, l'écoféminisme, ce n'est pas l'écologie plus le féminisme. Non, il y a une énergie, une capacité d'analyse, une puissance d'agir que l'on voit vraiment bien chez les personnes que nous avons interviewées. Et on a aussi vu combien c'était ouvrir la créativité et les imaginaires, et c'est transformer les émotions en rapport de force et en joie de vivre. On va terminer là. On espère qu'on vous a un petit peu convaincu. Si vous voulez aller plus loin, voilà. Vous pouvez le découvrir dans cet ouvrage collectif qui s'intitule Polyphonie écoféministe. Merci.